Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Management 2. Nous allons traiter la partie qui concerne la prise de décision. Je rappelle qu'on est toujours dans le cadre de l'analyse de la fonction de direction du processus managériel. Alors, la décision consiste à faire un choix quand on est, bien sûr, face à un problème pour essayer de le résoudre. On parle de choix parce que c'est une sélection qui doit être faite et qui doit être profitable et supérieure aux autres options. La décision est aussi un choix risqué car elle comporte une marge d'incertitude. C'est aussi une mise en œuvre d'une solution qui va être retenue. C'est une exécution de choix. Alors, pour résumer, on a dit que décider est le fait de choisir une option que l'on juge profitable entre plusieurs alternatives et aussi de renoncer à d'autres options. Bien sûr, les autres options doivent être certainement moins bonnes que celles retenues. Alors, maintenant, imaginons que je suis responsable dans une entreprise et que je dois prendre des décisions. Alors, des exemples, la première décision va être que je vais donner une promotion à un employé qui a bien travaillé cette année. La deuxième décision, c'est que je vais lancer un nouveau produit pour essayer de cibler de nouveaux consommateurs ou de nouveaux marchés. Et bien sûr, pour cela, on a besoin de construire une nouvelle usine pour produire le nouveau produit. Très bien. Alors, ici, on a deux décisions. Mais la différence est flagrante. La première est relativement, on va dire, assez simple. Elle ne comporte pas de vrais risques. Par contre, la deuxième est vraiment très complexe et vraiment la marge de risque est très élevée. Alors, une décision ne peut jamais avoir le même impact, ni le même risque, ni le même traitement, si vous voulez. Pour ce, on va dire des typologies de décisions ont été présentées ou établies par des théoriciens qui vont nous permettre de mieux les comprendre. Donc, en premier lieu, nous allons voir une classification de Igor Ansoff selon l'objet de la décision. Il faut savoir que dans une entreprise, les décisions peuvent être prises par différents acteurs de l'organisation, à savoir les dirigeants, les cadres, les employés et même les ouvriers. Et ici, la décision est classée verticalement selon l'importance de cette décision. Et on distingue trois typologies. La décision stratégique qui vont concerner la relation entre l'entreprise et son environnement, pour pouvoir l'adapter à son milieu et bien sûr assurer sa pérennité. Par exemple, la décision de diversifier la production, le lancement d'une nouvelle activité, l'inauguration d'une nouvelle usine, etc. Les décisions, on va dire, tactiques ou décisions administratives qui vont concerner la gestion des ressources techniques, naturelles et humaines. C'est des décisions relatives à des fonctions d'acquisition, de production et d'organisation des ressources. Par exemple, la décision de participer à un salon ou d'organiser des formations pour les salariés, le recrutement des nouvelles ressources humaines, etc. etc. La décision, on va dire, opérationnelle, ce sont des décisions qui vont porter sur l'exploitation courante de l'entreprise ou la gestion quotidienne de la firme, et aussi le fait d'optimiser l'utilisation des ressources humaines et naturelles et aussi les ressources techniques pour bien sûr atteindre les objectifs de l'entreprise. À titre d'exemple, c'est l'établissement des plannings, les livraisons, les décisions de réapprovisionnement en matières premières, etc. Toujours dans les typologies de décision, nous allons voir deux classifications possibles. En premier lieu, la classification selon l'échéance. Nous avons les décisions à long terme, c'est des décisions
dont l'impact est sur une longue durée, qui va engager l'avenir de l'entreprise, en principe, cette décision nécessite un grand investissement. Alors, la marge d'erreur doit être minimum, car chaque erreur va être coûteuse pour la pérennité de l'entreprise. Nous avons aussi des décisions à court terme, c'est des décisions qui vont être prises rapidement, des décisions courantes dont l'effet est vraiment immédiat. C'est pour ça qu'on peut les changer rapidement et rectifier le tir à tout moment. Donc ici, la pérennité de l'entreprise n'est pas vraiment en jeu. La classification selon l'incidence des décisions, on peut distinguer trois types. Des décisions à portée restreinte qui ne vont concerner ici qu'un seul service, des décisions à portée intermédiaire qui, ici l'impact va être ressenti par plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, et une décision à portée générale, c'est le genre de décision qui va avoir, si vous voulez, une influence sur l'ensemble de l'entreprise. Sinon, l'autre classification, c'est selon la nature des variables programmables et non programmables. Elle nous a été présentée par Simon. Alors, les décisions, programmables sont des décisions répétitives, routinières. Elles sont conformes à des règlements, des procédures qui les prédéfinissent. Bien sûr, on évite de devoir répéter à chaque fois la prise de décision, car elle est régulière tout simplement. C'est le cas, on va dire le même exemple de tout à l'heure, c'est le fait de donner une prime à un agent ou le fait d'apurer des réclamations, le service après-vente. Ça, c'est des décisions prévisibles. On a l'habitude de les gérer. Par contre, les décisions non programmables, qu'on n'avait pas prévues, elles ne sont pas régulières, elles n'ont pas été, on va dire, aucune procédure n'a été imaginée pour les effectuer. C'est le cas le plus flagrant, c'est celui des décisions que devront prendre les entreprises suite au confinement causé par le Covid-19. C'est ce genre de décision qui va nécessiter une intervention humaine et certainement une intervention de la hiérarchie. La dernière typologie de décision qu'on va voir ensemble est selon l'univers. Nous disposons d'un univers certain ou déterminé. Là, on possède assez d'informations pour pouvoir déterminer le résultat de la décision avec certitude. Aussi, on a ce qu'on appelle un univers aléatoire. Ici, on dispose d'assez d'informations, mais on n'est pas certain de notre décision car elle dépend de plusieurs facteurs et de variables qui vont rendre la prise de décision difficile. L'univers incertain, ici, aucune information objective n'est disponible et on n'a pas vraiment le choix. On doit quand même prendre notre décision. Pour cela, on peut s'aider par notre intuition. C'est ce que l'on ressent, sans prendre en considération les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. D'accord? On prend en considération aussi notre expérience, c'est ce que l'on a déjà observé personnellement lors de notre carrière, et aussi le jugement. Ça va être des décisions prises grâce à des connaissances personnelles antérieures face à une situation semblable déjà vécue auparavant. Nous arrivons maintenant au processus de prise de décision. Il faut savoir que quelle que soit la typologie de décision à prendre, qu'elle soit facile ou difficile, à long terme ou à court terme ou autre, le risque il est toujours présent. Alors, pour essayer de limiter ce risque, il est judicieux de passer par des étapes d'un processus structuré de prise de décision. C'est ce que nous a proposé Simon à travers le modèle IMC, intelligence, modélisation et choix, qui englobe trois étapes. La phase intelligence ou investigation. Ici, on cherche à constater le problème, le délimiter et définir les objectifs
et à rechercher les informations possibles et disponibles, bien sûr. La deuxième phase est une phase de modélisation ou de conception. On va énumérer et délimiter les solutions, on va mesurer les alternatives, soit par rapport aux coûts, par rapport aux conséquences ou à l'impact de chaque choix. Et on va définir les critères pour choisir la solution finale. La phase du choix ou la phase de sélection, c'est là où on va préparer la mise en œuvre de la solution et bien sûr on doit l'appliquer. Alors soit l'étape choix ou l'étape mise en œuvre. Alors il faut savoir que le modèle IMC de Siemens ne retient que les étapes jusqu'à la prise de décision. Alors, il existe bien sûr une ultime phase, celle de l'évaluation, c'est-à-dire où on va évaluer et contrôler les résultats. Bien sûr, ça va nous permettre soit de valider le choix et effectuer l'opération, soit bien sûr de revenir à l'étape précédente et de revoir nos choix. D'accord? Alors, à côté de ce modèle IMC, Archer nous a aussi proposé un modèle empirique, c'est les mêmes étapes, sauf que Archer a détaillé un peu plus le modèle IMC. Alors, il a pu établir ce modèle suite à l'observation des différentes pratiques et techniques de prise de décision chez plus de 2000 décideurs américains. C'était l'objet de son étude. Alors, grâce à cette étude qu'il a réalisée, il a pu mettre en place ce modèle qui est plus détaillé, comme je viens de le dire, et plus moderne que le processus décisionnel de Siemens. Et il a essayé de prendre en compte la complexité de l'environnement, bien sûr des entreprises, et il a aussi essayé de prendre en considération les modèles contemporains de prise de décision, ainsi que les pratiques réelles des décideurs sur le marché. Nous arrivons maintenant aux obstacles de la prise de décision. Lors de l'exécution de toute fonction au sein d'une entreprise, un manager se trouve confronté à un certain nombre d'obstacles qui vont entraver l'exécution de ces tâches et vont rendre difficile la prise de décision. Ces obstacles peuvent être internes ou externes à l'entreprise. On commence par les objectifs fixés, soit par le manager ou par sa hiérarchie, qui peuvent être irrationnels et irréalisables, ce qui va rendre la prise de décision presque impossible. Le temps disponible pour prendre la décision, car l'urgence va diminuer le temps de réflexion et va pousser à l'action précipitée. La qualité et quantité de l'information disponible, elles peuvent tout simplement ne pas être fiables. L'environnement instable de l'entreprise, surtout l'aspect politique et juridique, les compétences du décideur ou du manager, il est impossible tout simplement d'être expert dans tous les domaines, on ne peut pas connaître tous les aspects relatifs à une problématique. Aussi le fait de rechercher des solutions satisfaisantes pour le manager plutôt que des solutions optimales. Aussi le fait que le manager ait des objectifs personnels qui ne convergent pas nécessairement avec ceux de l'entreprise. Il va ici privilégier son propre intérêt plutôt que celui de l'entreprise. Aussi l'utilisation excessive, on va dire, de l'intuition. Vous savez, lors du processus de prise de décision, le manager doit avant tout user de toutes les informations, on va dire, d'ordre qualitatif et quantitatif dont il dispose en premier lieu, et bien sûr, après, il peut les enrichir avec son expérience et son intuition. Aussi, le système de communication, en effet, la mise en œuvre de la décision peut s'avérer compliquée et difficile si les salariés et les partenaires ne l'acceptent pas ou
tout simplement, ne la comprennent pas. Alors, il faut savoir que cette liste n'est pas exhaustive. Ces obstacles et d'autres peuvent conduire l'entreprise vers un dysfonctionnement durable si les responsables et les managers ne prennent pas en considération, on va dire, tous les éléments qui aident et guident à un bon fonctionnement de l'entreprise et ses composantes. Nous arrivons maintenant à la dernière partie concernant la prise de décision. Nous allons voir les modèles de comportement du décideur et on va commencer par le modèle isolé. La première théorie est celle du décideur rationnel. Alors c'est un décideur qui va évaluer toutes les possibilités, les alternatives avant de faire son choix. La décision qu'il va adopter est simplement celle la plus satisfaisante à ses yeux, tout en prenant en considération les informations dont il dispose. Par contre, le choix va correspondre à une logique de maximisation du profit et de minimisation des coûts, bien sûr. La théorie de la rationalité limitée. Alors, Simon a pu constater qu'un décideur ne pourra jamais maîtriser toutes les informations et les contraintes relatives à un choix, car en effet, une décision s'exerce dans un environnement complexe. Alors ici, le décideur va tout simplement essayer de chercher une solution satisfaisante pour l'ensemble des parties prenantes. La théorie du décideur émotif, Janice a constaté ici que toute décision comporte un risque qui va créer un stress chez le décideur. Il va être soumis à un conflit interne qui va le pousser à fuir devant sa responsabilité. Alors la prise de décision se réalise dans un contexte de tension qui va juste limiter la rationalité du décideur. Pour les modèles de comportement décisionnel de l'organisation, dans les entreprises qui adoptent un management moderne, souvent les décisions ne sont pas prises que par une seule personne. Il est alors intéressant de voir ces méthodes décisionnelles. On distingue trois méthodes. Alors, la multiplicité des objectifs. Ici, chaque décideur, chaque service, chaque département ont des intérêts et des buts différents de ceux de l'organisation dont ils font partie. Ce qui va créer bien sûr des conflits d'intérêts lors de la prise de décision. Alors, bien sûr, ici, chacun va vouloir prendre des décisions qui vont arranger son service et vont arranger ses objectifs. Alors ici, l'organisation, elle doit mettre en œuvre des techniques de gestion des équipes et bien sûr de résolution des conflits. En deuxième lieu, nous avons la rationalité adaptative. Dans ce modèle, le responsable dispose d'une base de données de solutions et de procédures standards qui ont été testées et expérimentées. Elles sont opérationnelles et il va adapter les problèmes qu'il est contraint de résoudre à ces différentes solutions dont il dispose. D'accord? Il ne va pas fournir un effort supplémentaire, ouais, juste il va adapter les solutions qu'il a déjà aux problèmes qu'il vient de rencontrer. Et en dernier lieu, nous avons la théorie de la poubelle. Alors, le modèle de la poubelle est un système, si vous voulez, de l'anarchie organisée. Alors, la prise de décision dans ce modèle est assimilée à une poubelle ou à une marmite, comme vous voulez, dans laquelle les décideurs vont se décharger des problématiques et des questions et même des solutions au fur et à mesure, bien sûr, qu'elles apparaissent dans l'entreprise, et ils vont attendre qu'elles soient traitées. Bien sûr, la décision sera prise en fonction de la concordance entre une question et une réponse. Ça va être le fruit du hasard suite à une rencontre ou à un accord entre le problème et une solution. Tout simplement, pour être plus simple, l'idée est de mettre nos problèmes et l'ensemble des solutions et les outils de travail collaboratif dont nous disposons dans
au sein de l'entreprise dans un même bain, si vous voulez. Alors, la décision va apparaître après un certain moment de réflexion, certainement, lorsqu'un binôme problème-solution peut être créé. Il faut trouver la solution à notre problème, on va dire, selon le fruit du hasard. Alors, dans ce cas, la théorie de la décision rejette toute idée de rationalité et, bien sûr, les décisions dépendent ici du hasard. Voilà, c'est tout ce qui concerne la partie prise de décision. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.